Pierre Licia, vous êtes conseiller d'arrondissement élu Les Républicains également à Paris. Et vous restez fidèle à François Fillon. J'imagine que vous, Pierre Licia, vous ne vous dites pas pétrifié. Vous faites campagne résolument à votre candidat. Bien au contraire, mais je comprends bien que le jeu médiatique fait qu'on donne souvent la parole aux voix dissonantes, puisque ça permet de raconter un peu une histoire, de storyteller la vie politique française. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, en tout état de cause, et je suis en désaccord avec Georges Fenech et avec toutes les voix dissonantes justement qui ont pris leur distance avec François Fillon, en tout état de cause, on se rend compte que la base du peuple de droite, si vous me permettez l'expression, tient, est solide. Et on se rend compte que... À quoi vous le jugez, ça ? Alors, plusieurs choses. D'une part, on était à peu près à 25%, un petit peu plus dans les sondages après la primaire, peut-être un peu plus. Non, plutôt 30. Après, maintenant, près d'un mois de matraquage médiatique. Disons, avant que l'affaire n'éclate, c'était du 25, quoi. Voilà, mais on se retrouve avec finalement... avec 5 points de moins par rapport à il y a quelques mois avant que l'affaire n'éclate. J'ai juste envie de dire finalement, la maison tient et la base surtout est solide. Et c'est pas quelques officiers chapeau à plumes qui préfèrent déserter à la première bourrasque qui donnent le ton aujourd'hui de ce que pense le peuple de droite. Et moi, je considère que changer de candidat à 2 mois d'une élection aussi cruciale que l'élection présidentielle, c'est le suicide assuré. Moi, je ne suis pas trop un adepte de la politique fiction et je crois savoir que si j'avais écouté justement les sondages à 3 semaines de la primaire de la droite, j'aurais jamais soutenu François Fillon et même j'aurais demandé à François Fillon de se retirer de la course parce qu'il était à 8-10%. Ouais. Là, aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle, si ma mémoire est bonne, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. 50 jours. On est à 50 jours. On est dans une situation assez inédite où finalement... Cette symphonie médiatico-judiciaire autour de cette affaire-là est brillamment orchestrée de sorte à ce qu'on ne parle jamais de fond. Et on arrive finalement dans une situation où à 50 jours de l'élection orchestrée par qui ? Personne ne sait. Orchestrée par personne qui ? Ne sait. Je termine mon propos. Oui. Personne ne sait ce que proposent les candidats. Alors enfin, M. Macron a proposé les grandes lignes de son projet. Il se trouve que François Fillon a déjà présenté son projet il y a fort longtemps. Maintenant, ce que les Français attendent pour faire leur choix, c'est un débat de fond, tout simplement. Pierre Licia, qui est responsable du fait que François Fillon, vous le dites d'une certaine manière aujourd'hui, est inaudible sur les questions de politique ? Qui est responsable de ça ? Les médias, les juges qui enquêtent et qui ont décidé de ne pas interrompre une enquête parce qu'on entre là dans la période de campagne présidentielle ? Alors, ne comptez pas sur moi pour attaquer soit les juges, soit les médias. Je dis simplement que le tempo est assez extraordinaire. Que finalement on a une affaire qui commence il y a plus d'1 mois et qui se termine finalement avec une mise en examen à 2 jours du dépôt. Il n'y a pas encore de mise en examen, attention. Non, mais qui s'achemine vers une mise en examen à 2 jours. Enfin voilà, quelle extraordinaire coïncidence. Celui qui fait pour le moment un office de favori dans les sondages, c'est un trentenaire jamais élu et même inconnu du grand public, voilà encore 2 ans. Emmanuel Macron surgit de nulle part après un court passage à Bercy. Il a réussi en un temps record à constituer une force politique avec son mouvement En Marche. Pierre Licia, on voit bien, il va bien évidemment moins loin que François Fillon dans l'ampleur et l'étendue des réformes. Et en même temps, il le présente justement comme une garantie que ces réformes-là, il les accomplira. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas finalement une réforme effective qui ne mettra pas les salariés et les syndicats dans la rue et qui sera réalisée que le risque évidemment d'avoir la moitié du pays contre soi ? La réponse est non, pour une simple et bonne raison, c'est que je pense que l'état actuel du pays fait qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de demi-mesure. Et M. Dubu l'a reconnu lui-même, il va moins loin que François Fillon dans ses réformes de redressement. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout en accord avec le programme d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, M. Sainte-Marie l'a dit, personne ne l'a relevé, mais je le relèverai pour tout le monde. Emmanuel Macron a été l'inspirateur quand même pendant plus de 5 ans de la politique économique de François Hollande. Il a eu ensuite l'occasion au gouvernement de la mettre en œuvre. Macron, c'est l'homme qui a murmuré à l'oreille de François Hollande pendant plus de 5 ans. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se présenter avec une nouvelle virginité, vouloir faire tout un tas de réformes, sachant que manifestement, la politique économique de François Hollande a été un échec et ça se ressent aujourd'hui directement dans le pays, en matière de chômage, en matière
de baisse de pouvoir d'achat, en matière de matraquage fiscal. Monsieur Dubu l'a encore dit aussi, dans une position un peu compliquée, où à la fois il faut défendre son nouveau candidat, mais en même temps démonter le bilan de François Hollande. Donc je peux concevoir que la position est un peu... Il a claqué la porte, c'est bien parce qu'il y avait des raisons. C'est assez intéressant d'entendre ce qui se dit là sur le plateau, que finalement on a quand même le sentiment d'une continuité. C'est ce que tout le monde, plus ou moins, s'accorde à dire, une continuité entre l'action de François Hollande et le programme proposé par Emmanuel Macron. C'est ce que j'ai dit. Enfin, de même que l'action de François Hollande n'était pas très différente de celle de Jacques Chirac en matière économique. Jacques Chirac que vous avez soutenu. Donc en fait, on est dans une continuité depuis 20 ans. J'avais 5 ans quand Jacques Chirac a été élu, et pardonnez-moi d'être un petit peu jeune, mais je me souviens pas de cette période-là. Mais enfin, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon avait son hologramme lorsqu'il a fait son meeting. Finalement, le meilleur hologramme de François Hollande est Emmanuel Macron. Et c'est un peu facile, j'entends bien que M. Dubu, encore une fois, est dans une position un peu compliquée, mais cher Jérôme, il y a 4 mois, en novembre 2016, je vous lis sur Twitter, parce que moi je suis un peu jeune pour avoir un petit peu de mémoire politique, mais il se trouve que l'Internet en a pour moi. Ce cher Macron veut incarner la nouveauté. Moi j'ai l'impression de voir déjà un vieux politicien retors aux formules déjà éculées. Qu'est-ce qui aujourd'hui a changé la donne dans le positionnement d'Emmanuel Macron à partir du moment où son programme a été tardivement, et encore son programme de demi-mesure, parce que vous le concevez vous-même ce soir sur le plateau, mais en quoi est-ce que ce programme-là fera que Monsieur Dubu, conseiller de Paris Les Républicains, avant d'avoir été Nouveau Centre, UMP, Juppé, puis Copé, maintenant vous avez, j'espère, trouvé votre étiquette avec Emmanuel Macron, mais j'ose espérer, Monsieur Dubu, vous êtes un élu de la République, que vos ambitions personnelles ne se mettent pas avant vos convictions. On va laisser Jérôme Dubu vous répondre. Mon cher ami, ça fait 35 ans moi, que je fais de la politique. Voilà.